Donc les amis, j'étais en train d'enregistrer ce premier épisode pour m'apercevoir que, bah voilà, les aléas, j'ai filmé 20 trucs, 20 minutes vidéo, donc vous voyez là, où j'explique tout, pour me rendre compte, voilà qu'à la fin, oh bah tiens, au moment où on est à deux doigts de finir la vidéo, qu'il n'y a pas d'enregistrement de son, super. Donc là, je vais enregistrer sur mon ordinateur pour éviter ces trucs-là, parce que là, en gros, j'ai passé 20 minutes à décrire les mêmes choses que je vais vous dire là. Donc, pour vous dire, en gros, j'étais en... Déjà, vous avez vu, enregistrement d'un écran, mais enregistrement écran d'un enregistrement écran, voilà. J'étais en train de supprimer des trucs pour faire de la place dans cet iPad et pouvoir faire cette vidéo sans qu'il me fasse chier sur l'espace libre dans cet iPad. J'étais aussi en train de vous montrer, voilà, parmi les photos, voilà, j'avais sorti un nouveau roman, Tel était HKT, donc c'est l'histoire d'un prisonnier qui se fait enfermer pour atténuer sa colère par un traitement médical. Sauf que, bah, voilà, tout le... Tout le dilemme, c'est que en fait, ce prisonnier colérique, et bah, il devient de plus en plus empathique et il fait figure de confident pour les matons de la prison qui se confient à lui, ils le prennent pour leur meilleur ami. Sauf que lui, il va se faire relaxer par la justice pour bon comportement, et quand il va sortir, bah, les matons savent très bien que en fait, il va redevenir une brute sans son traitement médical et qui va faire du mal à la société. Et il y en a un des matons qui va se poser la question, faut-il tuer son meilleur ami quand il devient une menace pour la société? Voilà toute la question du livre. Et j'étais en train d'expliquer que voilà, j'avais fait un petit trafic de photos parce que pour promouvoir ce roman, voilà, en fait, quand on commande un exemplaire non destiné à la vente, bah voilà, il nous met un bandeau dégueulasse. Mais il fallait absolument que je vérifie tout ce qui est orthographe, bien que j'avais écrit et détaillé tous les chapitres, etc. Et bref, j'avais refait cette photo-là pour que ça donne celle-ci, donc qui est une photo totalement trafiquée vu qu'elle est fausse et qu'elle n'a pas le bandeau. Enfin bref. Aujourd'hui, premier chapitre sur la psychologie en mode facile. Donc c'est tiré d'un livre que j'ai publié donc sur Amazon et que vous pouvez trouver donc tous les cours qu'on va voir dedans. Donc nous sommes partis pour le premier chapitre de Qu'est-ce que la psychologie et ben on va je sais pas si je suis pris, on s'en fout. Je commence. Donc chapitre 1 de la psychologie en mode facile, bah tout simplement d'abord, qu'est-ce que la psychologie? Alors que ce soit ces fois où vous avez dit une chose que vous n'auriez pas dû dire, ou même que vous avez dit une chose mais que vous saviez pas que vous allez le dire, et bah tous ces petits rouages de votre conscience qui tournent et rendent votre vie possible et font fonctionner la société, toutes les choses que vous êtes, que vous faites, si... Non, que... Oh là là, que vous êtes heureux de pouvoir faire. Et toutes celles que vous souhaiteriez pouvoir arrêter de pouvoir faire, et bien à l'exception des autres esprits humains, votre esprit est l'élément le plus complexe de l'univers que les humains connaissent actuellement. Les règles qui le régissent sont mystérieuses et insaisissables puisque personne n'arrive à en voir le bout. Et bien peut-être que nos cerveaux ne sont tout simplement pas assez complexes pour se comprendre eux-mêmes. Et oui, c'est un paradoxe. Mais cela ne nous empêchera pas d'essayer. Donc le mot psychologie vient du latin, tu vois, comme on le voit souvent, logie, ça signifie étude, psycho, psyché. Donc pour l'étude de l'âme. Bien que sa définition formelle ait évolué au cours des dernières décennies, on peut aujourd'hui l'appeler la science du comportement et des processus mentaux. Le terme de psychologie n'a été inventé qu'au cours du... Allez, on va le mettre ici, 16e siècle. Voilà, pour dire qu'on a écrit quelque chose. Et une pratique qu'on appellera aujourd'hui science n'a été établie qu'au milieu des années 1800. Donc soyons indulgents avec nos ancêtres. Mais bien sûr, les humains ont toujours été curieux d'eux-mêmes et de ce qui se passe là-haut. Aristote, donc je l'avais marqué. Aristote a réfléchi à l'origine de la conscience humaine et a décidé qu'elle se trouvait dans le cœur. Ici,
Mais non, elle ne se trouve pas ici. Mais lui a considéré que si. Et il n'a pas considéré qu'elle venait là-dedans, donc ça là, c'est un... Là c'est un cou, là c'est une tête, et là c'est un cerveau. Allez. Et non dans la tête. Donc ce qui absolument est complètement faux, il y a 2000 ans, les dirigeants chinois ont organisé les premiers examens psychologiques au monde, demandant aux fonctionnaires de passer des tests de personnalité et d'intelligence. Et ouais, peut-être des trucs de leadership, de savoir qui allait mener les autres à la charcute, à la boucherie. Donc, à la fin des années 800, le médecin persan Muhammad ibn Zakaria al-Razi, on va plutôt le mettre là, al-Razi, également connu donc sous le nom de Razi, voilà, comme par hasard je mets al-Razi, il faut juste retenir Razi, a été l'un des premiers à décrire les maladies mentales et à même traiter des patients dans ce qui était essentiellement un service psychiatrique très précoce dans son hôpital de Bagdad. Depuis les efforts de ses premiers penseurs jusqu'à aujourd'hui, le domaine de la psychologie s'est attaché à répondre à certaines grandes questions. Comment les humains peuvent faire des choses horribles, comme commettre des génocides et torturer d'autres humains, et aussi comment on sait que ces choses sont horribles, parce que c'est un jugement après tout. Mais avons-nous donc un libre arbitre, ou sommes-nous simplement guidés par notre environnement, notre biologie et des influences inconscientes ? Qu'est-ce que la maladie mentale et que pouvons-nous faire pour y remédier? Et qu'est-ce que la conscience ou la notion de soi? Si je perds la conscience de moi-même, suis-je encore un humain? Eh ben, on n'en sait rien. Mais au cours des 6 prochains mois, où on va voir dans tous ces cours, qu'on va essayer de tout faire, ce sont ces questions qu'on va explorer ensemble. Comment fonctionne notre cerveau? Comment il peut se briser? Comment il peut être guéri? Pourquoi nous nous comportons comme nous le faisons et même lorsque on ne le veut pas? Et ce que signifie penser, ressentir et vivre. Lorsqu'on entend le mot psychologie, la plupart des gens imaginent donc ça, un mec dans un divan, ça c'est un divan le truc en rouge, qui blablate à un autre gars avec des lunettes qui se frotte le menton en faisant mine de réfléchir. Alors, avouez-le, si vous pensez à la psychologie, vous imaginez probablement Freud, Sigmund Freud. Et lui, ça a été les penseurs, c'est vrai, les plus influents, les plus controversés de son époque, voire de tous les temps. Ces théories ont contribué à construire notre vision de l'enfance, comme le mythe d'Oedipe, mais bon, soyez un peu tatillon avec ça, parce qu'il ne faut pas le prendre au pied de la lettre non plus, de la personnalité, des rêves et de la sexualité, et son travail a nourri un héritage de soutien, d'opposition aussi. Sa vie a été longue et s'est étendue sur une période importante, donc on va dire qu'il a un peu vu de grands événements pour modifier sa pensée, donc ça s'étale de la guerre de sécession à la Seconde Guerre mondiale, mais comme la plupart des grands scientifiques, Freud a développé ses idées révolutionnaires, donc ce qu'on parlait là plus tard, Schopenhauer, RDE, mais on reverra, et sur la base du travaux d'autres personnes. C'est pour ça que là, j'ai fait des escaliers, puisque c'est pour ça que tu peux faire un truc... Ah merde. Ah, quand je recopie mes faces. Donc, il se base sur le travail d'autres personnes, ce qui fait que là, c'est pas son travail, là, c'est pas son travail, et qu'il a une croissance comme ça, et que là, on appelle ça le success. Donc bien sûr, dans l'innovation de ce domaine, ça s'est pas arrêté à lui, hein, il y a eu un avant, il y aura un après. En réalité, la psychologie, c'est une des sciences les plus diversifiées, tant par les questions qu'elle pose que par les méthodes qu'elle applique et les différentes écoles de pensée et disciplines qu'elle englobe. Peut-être plus que toute autre science, la psychologie est tout simplement un grand creuset intégré. Par exemple, à l'époque de Freud, il existait de nombreuses écoles de pensée différentes sur la manière d'aborder l'étude de l'esprit humain. Il y avait principalement les idées, donc c'est là qu'on a divisé en 3, de structuralisme, 1, 2 de fonctionnalisme, 3 de psychanalyse. La psychologie scientifique a vu le jour en 1879, donc là, en Allemagne. J'ai encore perdu le fil, lorsque le médecin Wilhelm Wundt a créé le premier laboratoire de psychologie, créé donc à l'université de Leipzig, quelques années seulement après avoir publié ses principes de psychologie, considéré donc comme le premier véritable manuel
de psychologie. Wundt et son étudiant Edvard Bradford Titchener se sont inspirés des chimistes et des physiciens, et se sont dit que si ces derniers pouvaient décomposer la matière en éléments ou en structures simples, bah pourquoi ils ne pouvaient pas le faire avec le cerveau? Ils ont essayé de comprendre les structures de la conscience en amenant en amenant les patients à se tourner vers l'intérieur, en leur demandant ce qu'ils ressentaient, en regardant un coucher de soleil, en sirotant un café, en faisant des bisous à un petit chat, etc., etc. Titchener a baptisé cette approche donc le structuralisme, ce qui est ici. Et donc, malgré son nom, donc qui paraît complètement chiant sur les trois, vraiment, le structuralisme, c'est celui vers lequel on veut pas aller. Et bah, ça reposait en fait sur l'introspection. Et l'introspection, donc, regarder à l'intérieur de soi, bah, ça devient trop subjectif. Et donc, forcément, on sera biaisé. Je veux dire qu'en fait, si tu peux sentir, toi, ou ressentir quelque chose, bah, moi, je peux ressentir quelque chose de différent. Et même si on fait des bisous au même chat, on n'a pas les mêmes sensations. Et ben, les psychologues ne peuvent évidemment pas observer les pensées ou les sentiments intérieurs d'un patient, parce qu'on peut mentir aussi. Si bien que l'école de pensée structuraliste a finalement été assez éphémère, et elle a vite dégagé pour passer à côté. En revanche, le médecin et philosophe américain William James a proposé une série de questions différentes, en se concentrant sur les raisons pour lesquelles nous pensons et ressentons, sentons et faisons des bisous ou quoi que soit d'autre. En fait, il s'est concentré sur la fonction du comportement. Cette approche, donc, fonction du comportement, est l'école du fonctionnalisme. Donc ça s'inspire de l'idée de Charles Darwin, ce que j'ai écrit en biaisé parce que, enfin, en biais parce que j'avais pas la place, hein, ça se voit, selon laquelle les comportements adaptatifs sont conservés tout au long du processus d'évolution. William James a publié son ouvrage phare The Principle of Psychology, j'ai envie de dire c'est la traduction littérale de l'autre, mais en anglais, en 1890. Tac, 1890. Définissant la psychologie comme la science de la vie mentale. J'ai envie de dire, il n'est pas allé chercher très loin, on avait compris. Au moment même où Freud commençait à déployer son grand cerveau. Sigmund Freud a commencé sa carrière médicale dans un hôpital viennois, donc Vienne en Autriche, mais en 1886, il a ouvert son propre cabinet spécialisé dans les troubles nerveux. À cette époque, Freud a vu son collègue Joseph Brauer traiter une patiente appelée, alors on va la foutre là parce que ça va l'annoncer, Anna O, avec un nouveau traitement par la parole. En fait, il s'agissait simplement de la laisser parler de ses symptômes, et plus elle parlait et évoquait des souvenirs traumatisants, plus ses symptômes diminuaient. Il s'agit d'une percée qui a changé Freud pour toujours. Dès lors, Freud a encouragé ses patients à parler librement de tout ce qui leur venait à l'esprit, à faire des associations libres. Et cette technique a été la base de sa carrière, de toute la branche de psychologie qui s'appelle donc la psychanalyse. En 1900, on va le faire 1900, finit par avoir la place nulle part là-dedans. Il publie son livre L'interprétation des rêves dans lequel il présente sa théorie de la psychanalyse. Vous pensez probablement que la psychanalyse est un traitement, le scénario du patient sur le divan, et c'est certainement une partie de la psychanalyse. Mais le concept de Freud était en fait beaucoup plus complexe que ça. Et il était révolutionnaire. Le noyau radical de la psychanalyse, c'était la théorie selon laquelle nos personnalités sont façonnées par des motifs inconscients. En gros, Freud suggérait qu'on est tous profondément affectés par des processus mentaux dont nous ne sommes même pas conscients. Cela nous semble presque évident aujourd'hui, mais le génie de la théorie de Freud réside en fait dans le fait qu'elle est en 1900, elle n'était pas du tout évidente. C'est pour ça que ici j'ai mis donc en abrégé Schopenhauer, philosophe allemand. Vous connaissez la fameuse théorie, une idée n'est révolutionnaire que si elle suit 3 étapes. Donc RDE, c'est pas un État divisé de l'Allemagne, c'est pour l'évolution d'une idée révolutionnaire qui suit donc le processus
Elle est ridicule, puis après, elle est dangereuse, et ensuite, elle est évidente. Donc, on imagine bien que ça a suivi ça. Bon, en même temps, bon, c'est facile de dire après, mais suggérer qu'il y a des trucs qui ne peuvent pas être expliqués par nous-mêmes, mais c'est inconscient, bon, est-ce que c'est fou comme, comme théorie? Bon, ça va. L'idée que notre esprit puisse être guidé par quelque chose qu'il ne connaît pas, donc était difficile à comprendre. Mettons. Aussi difficile que celle d'organismes en évoluant par sélection naturelle. Bon, bah, c'était abstrait, invisible, et il y avait quelque chose qui semblait irrationnel. Mais l'autre partie importante de la théorie de Freud était que le subconscient, et inconscient et subconscient, littéralement ce qui se trouve en dessous, en dessous de la conscience, pouvait encore être découvert. Même si on n'en est pas conscient. On commence à bégayer là. C'est chiant parce qu'on a quand même enregistré 40 minutes, dont 20 minutes qui servent à rien. C'est la fatigue. On peut arriver à le comprendre grâce à une technique thérapeutique, donc qui utilise les rêves, les projections et l'association libre pour déraciner les sentiments refoulés. Ça y est, c'est le terme refoulé, et acquérir une meilleure connaissance de soi. Ce que Freud disait vraiment, c'est que les troubles mentaux pouvaient être guéris par la thérapie, par la parole et la découverte de soi. Il s'agit là d'une avancée majeure car auparavant les personnes souffrant de maladies mentales étaient simplement enfermées dans des sanatoriums et se voyaient confiées au mieux à des tâches subalternes et au pire étaient enchaînées à un cadre de lit. Après l'interprétation des rêves, Freud il a publié plus de 20 autres livres et d'innombrables articles, toujours avec un cigare emblématique à la main. Il pensait que fumer l'aidait à réfléchir, mais ça l'a aussi aidé à attraper le cancer de la mâchoire. Au cours des 16 dernières années de sa vie, il a subi au moins 30 opérations douloureuses, mais il a continué à fumer, il s'en battait les couilles. À la fin des années 1930, les nazis ont pris le contrôle de l'Autriche et Freud et sa famille juive s'enfuient de justesse en Angleterre, en septembre 1939. La douleur de sa mâchoire cancéreuse est trop forte et un ami médecin l'aide à se suicider en lui injectant de la morphine. Il a alors 83 ans. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, comme Michel Onfray, ne vous y trompez pas. De nombreuses personnes étaient en désaccord avec lui, dont Michel Onfray. Il ne fait aucun doute que l'impact de Freud sur la psychologie a été monumental. Alors que les théories concurrentes dans le jeune domaine de la psychologie ont soit disparu, soit évolué vers autre chose, la psychanalyse reste un concept et une pratique importante aujourd'hui. Bah oui, parce il y en a encore beaucoup qui font un sacré business avec ça, hein, les petits coquins. Le grand bouleversement suivant s'est produit au cours de la première moitié du XXe siècle, lorsque on va le foutre ici. Lorsque le behaviorisme a acquis une plus grande visibilité, de grands noms, j'espère que ça vous parle, comme Ivan Pavlov, John B. Watson et Skinner, donc c'est pas dans les Simpsons, ont joué un rôle clé dans ce domaine. Ils sont concentrés sur l'étude donc des comportements observables cette fois-ci. Donc vous vous souvenez peut-être de Skinner comme du type qui mettait des rats, des pigeons, des bébés dans des boîtes et les conditionnait pour qu'ils adoptent un certain comportement. Et à peu près au même moment où Freud s'est enfui en Angleterre, Skinner a publié son comportement des organismes, inaugurant ainsi l'ère du behaviorisme, qui a fait fureur jusque dans les années 1960. Alors on va dire ça, voilà, finito 1960. L'autre grande force de l'époque était bien sûr la psychanalyse de Freud et ses nombreux descendants collectivement connus sous le nom de théorie, donc on va foutre ça là, psychodynamique. Je devrais peut-être pas écrire tout parce que là, on n'aura pas fini. Ces théories donc mettent l'accent sur l'importance des expériences précoces dans la formation de l'inconscient et sur la manière dont ce processus affecte nos pensées, nos sentiments, nos comportements et notre personnalité. Au milieu du XXe siècle, d'autres forces majeures de la psychologie étaient en train de se développer.
Les écoles les exploreront plus tard dans ce cours, notamment sur la psychologie humaniste qui se concentre sur l'épanouissement personnel, les sciences cognitives et les neurosciences qui ont toutes apporté leur propre vision de l'étude de l'esprit. La définition officielle actuelle de la psychologie, à savoir l'étude du comportement et des processus mentaux, est un bel amalgame qui s'inspire de toutes ces différentes écoles de pensée. Elle reconnaît la nécessité d'observer, d'enregistrer le comportement, qu'il s'agisse de crier, de pleurer ou de jouer du saxophone devant un public imaginaire. Mais elle accorde également du crédit à nos processus mentaux, à ce que nous pensons, ressentons et croyons pendant que nous nous déchaînons sur nos instruments invisibles. Encore une fois, ce que je veux que vous reteniez, c'est que la psychologie, c'est une science intégrative. Oui, les gens sont toujours grincheux et en désaccord, mais l'essence de la discipline a tout à voir avec la création de différentes façons de penser, des questions intéressantes, et d'essayer d'y répondre par le biais de toutes sortes de méthodes de collecte de données. L'esprit humain est complexe. Il n'existe pas de méthode unique pour l'ouvrir efficacement. Il doit être percé de toutes parts. Donc on va continuer là. Owen, alors c'est dur à dire, c'est pas le Grinch, c'est Owen Gingerich, astronome à Harvard, a contemplé les horizons lointains de l'espace et a reconnu que le cerveau humain est de loin l'objet physique le plus complexe que nous connaissions alors dans tout le cosmos. Et nous avons tous la chance d'en avoir un, le nôtre. Donc ici, on est très enthousiaste à l'idée de plonger dans le monde de la psychologie, à voir comment elle va s'appliquer à nos vies, à voir... c'est pas possible. J'étais à deux doigts d'avoir bien fini la vidéo et je me baisse sur le script final. Bon bref, on est très enthousiaste de faire ces prochaines vidéos sur la psychologie et de voir comment elle va s'appliquer à nos vies, à nos esprits, à nos cœurs, et aussi comment elle va nous permettre d'approfondir notre compréhension des autres, de notre monde et de nous-mêmes. Et les plus malins qui suivront ces cours vont l'utiliser pour manipuler les autres, bande de sagouins. Mais bon, on ne peut pas faire le tri. Vous l'utiliserez en votre âme et conscience. Allez, on se dit une prochaine pour le prochain cours. Vous me dites d'ailleurs, parce que je vais faire plusieurs cours, ça va autant traiter de philosophie que psychologie, d'économie, je sais plus ce que je me suis dit. Bref, je vais en faire, on va dire, 2 épisodes de chaque. Et puis celle qui aura le plus de succès, c'est celle-là que je vais continuer en priorité. Mais je vais continuer aussi d'autres qui apparaîtront, donc les data sciences, la biologie, la chimie, des trucs comme ça. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a plu. N'hésite pas à t'abonner, à choper le livre qui peut être gratuit, hein, je crois, avec, comme j'ai mis à Amazon Kindle Select, je crois qu'il y a un extrait de gratuit disponible sur Amazon Kindle, et auquel cas, je l'ai mis au prix le moins cher que je pouvais, donc 2,99 €. Et puis il y a aussi, tac, je me remets, donc il y a aussi mon fameux roman, ah non merde, je suis pas sûr, tac, il y a aussi mon fameux roman, donc Tel était HKT, si ça vous dit, voilà, que je viens de publier et que je suis très content, parce qu'il a une bonne gueule, il a une bonne gueule et je pense que le pitch est intéressant, voilà, vous pouvez le choper, il est ici. Voilà, puis on se dit à la prochaine, et n'hésitez pas à commenter, donc à vous abonner. Ciao!